Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce vendredi 9 septembre 2022, en direct de nos studios de Douala. Première escale en kiosque. Qu'est-ce que la presse nous propose ce matin? On le voit d'abord avec la nouvelle expression, faire des cribis. Un décret présidentiel en catimini titre la nouvelle expression de ce matin. Le journal souligne qu'alors que les populations attendent les réponses du gouvernement sur les réserves soulevées au sujet de l'exploitation du fer de Kribi, avant toute décision, elles sont plutôt surprises de voir les villages et les forêts portant mention du décret présidentiel d'exploitation du minerai. Actualité développée en page 4 de la nouvelle expression. À la une du journal Le Messager, Victor Emmanuel Meignet, une vie brisée, titre le Messager de ce matin. Après 3 ans de détention et un dossier quasi vide dans l'affaire Mebengo, l'ex-DGA de la SCB Attijari Wafa attend désespérément que son honneur soit rétabli, écrit le Messager. L'édition de ce vendredi étale l'état d'une justice au relent de rouleau compresseur qui veut broyer ce banquier à la réputation outre-Atlantique. Homme d'honneur et patriote convaincu que seuls les intérêts du pays passent avant toute considération partisane, Victor Emmanuel Meignet attend toujours d'être informé sur les véritables mobiles de son implication dans le dossier de l'ex-MINDEF au tribunal criminel spécial. Actualité évoquée dans les colonnes du Messager. À la une de Cameroun Tribune, Elisabeth II, l'hommage de Paul Biya, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Dans un message de condoléances adressé hier soir au roi Charles III, quelques heures après l'annonce du décès de la reine de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le président de la République salue l'œuvre et la mémoire d'une monarque d'exception qui aura incontestablement marqué son temps. Actualité donc à retrouver en page 2 et 3 du quotidien bilingue gouvernemental. En économie, l'économie quotidien propose de parler du climat des affaires dans son édition de ce matin. Le directeur général des impôts attendu au JICAM, titre l'économie quotidien, Modeste Mopa Fatouin, va échanger avec les membres du groupement interpatronal du Cameroun le 14 septembre 2022 à Douala. La Voix des communes s'intéresse au tronçon Cité des Palmiers PK14, c'est dans la ville de Douala, et pointe que le maire de la ville au chevet des populations. Pour ce journal, le maire de la ville de Douala, Dr Roger Bassadine, a effectué une descente sur le terrain samedi 3 septembre 2022 au lieu dit Carrefour Cité des Palmiers afin de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la route Cité des Palmiers PK14. Autre détail à lire dans les colonnes de la Voix des communes. Et puis on va sortir avec l'œil du Sahel qui nous amène du côté de l'extrême nord. Les chefs d'établissement scolaire crient à l'arnaque, titre donc l'œil du Sahel, actualité développée dans ce journal à retrouver en kiosque. Voilà donc pour cette revue des unes parues ce vendredi, l'essentiel sélectionné par notre rédaction. On va à présent accueillir nos invités pour échanger au sujet des unes qu'on a proposées à l'instant. Je vais accueillir d'abord à ma gauche Georges Semer. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Achille. Bonjour à tous les inconditionnels du plateau du vendredi, d'ici et d'ailleurs. Et permettez-moi d'embrayer un tout petit peu sur la une du journal La Voix des communes qui a fait état de cette descente sur le terrain du maire de Douala sur l'axe PK8, PK14 qui était dans un état de délabrement extrêmement avancé. Ça m'a interpellé parce que c'est un axe que je prends régulièrement. J'habite du côté de la Cité des Palmiers et en quelques jours, on a vu quand même une sorte d'amélioration après cette descente effectuée par le maire parce que au niveau du carrefour qu'on appelle carrefour Cité, les travaux sont terminés. On y a mis une belle couche de pavés qui fait qu'aujourd'hui, ce grand cratère qui était observé n'existe plus et la circulation est devenue fluide. Donc, j'adresse mes encouragements aux autorités municipales de la ville de Douala afin qu'ils continuent dans d'autres quartiers qui connaissent le même mal en termes de voirie urbaine. Actualité donc développée dans les colonnes de la Voix des communes en face de vous pour échanger. Alois Sonana, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Georges, bonjour à ceux qui nous suivent. Je dirais rapidement également bonjour au maire de la ville et puis l'invité, n'est-ce pas, du moins saluer l'œuvre qui est en train d'être déployée pour le bien-être des populations. Je pense qu'il y a une structure qui a été créée en interne au niveau de la CUD qui a pour mission principale de travailler autant que possible pour que les grands travaux à Douala soient effectifs et soient réalisés avec dextérité et efficacité. Lorsqu'on parle il y a des routes, certes, mais également il y a d'autres aspects qu'on ne peut pas oublier, c'est l'éclairage public. Je pense que lorsqu'une ville est obscure, c'est une voie ouverte autant aux microbes, entre guillemets, pour ceux qui connaissent un peu le phénomène à Douala, le phénomène des agresseurs
même en pleine journée ou en pleine soirée. On ouvre la porte autant aux microbes qu'au grand banditisme. Parce qu'en fait, les bandits fonctionnent un peu comme des sorciers. Ils n'aiment pas beaucoup la lumière et préfèrent l'obscurité. Donc, éclairer la ville contribuerait aussi, n'est-ce pas, à donner plus de vie, plus de gaieté à la capitale économique. Et c'est tout ce que les populations de Douala demandent. D'ailleurs, on va donc démarrer avec d'autres unes parues ce matin. Cet hommage rendu à la reine d'Angleterre décédée hier à l'âge de 96 ans. Le monde entier, les personnalités rendent hommage donc à celle qui a trôné pendant 70 ans sur le trône du Royaume-Uni, Georges Semet. Vous avez également appris cette actualité-là, la reine d'Angleterre que tout le monde entier célèbre. Oui, le temps s'est presque arrêté hier lorsqu'on a appris autour de 18h30 le décès de la reine d'Angleterre. Il y a eu une onde de choc planétaire et ça a été suivi bien évidemment par des hommages également planétaires, des hommages dont ceux du Cameroun par le président de la République qui a adressé un message de condoléances au nouveau roi, Charles III. Et ça a une résonance particulière au niveau du Cameroun parce que le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont une longue histoire pas seulement dans le cadre diplomatique, mais une histoire dans le façonnement même de l'État du Cameroun. Vous vous souvenez qu'au plus fort de la colonisation et de la guerre mondiale, des guerres mondiales que nous avons connues, le Cameroun a été placé sous mandat britannique en 2019. Puis, quelques années après, ils ont été placés sous tutelle par la Société des Nations. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, on rencontre une partie qui est d'obédience francophone, parce que le francophone avait également été mis, le Cameroun avait également été mis sous tutelle dans une de ces parties sous la France, et l'autre côté par l'Angleterre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons deux parties, une partie qui parle français et une autre qui parle anglais. Donc, ça interpelle historiquement et politiquement le Cameroun, d'où, je crois, au-delà de l'aspect diplomatique, il y a eu cette sortie des autorités camerounaises en hommage à cette dame qui est décédée. Mais l'hommage est planétaire et le Cameroun est doublement interpellé parce qu'il y a une grosse histoire entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Surtout que le Cameroun est également membre du Commonwealth. Et vous savez, le Commonwealth, c'est ces pays qui partagent la même culture, la même richesse avec la Grande-Bretagne. Donc, nous sommes forcément interpellés. Alors, avant peut-être de parler de ces rapports entre le Cameroun et la Grande-Bretagne, alors Nana, vous également, vous avez connu cette reine-là, du moins à travers les médias, 70 ans de reine. En tant que journaliste, qu'est-ce que vous gardez d'elle? Bien évidemment, je l'ai connue par médias interposés. Je pense que quand elle est arrivée au pouvoir, je vous dis quoi, quand elle est devenue reine, elle avait 25 ans, je n'étais même pas encore né. Je pense qu'elle avait 25 ans. Et donc, nous sommes à 52 pratiquement. Mais maintenant, par la magie de l'actualité, par la magie des médias, on l'a forcément connue. Et on a eu le temps d'observer un peu le management politique de la Grande-Bretagne en Afrique et au Cameroun. Et si vous comparez un peu le management politique de la France et de la Grande-Bretagne en Afrique, vous verrez beaucoup de différences, vous verrez des différences vraiment très profondes. La Grande-Bretagne s'est illustrée pour le cas du Cameroun, mais même pour le cas de l'Afrique, à une vraie, j'ai failli dire une vraie démocratie, à une vraie libération. C'est-à-dire que lorsqu'elle a décidé de partir, et la reine était aux affaires, nous sommes en 60, c'était vraiment un départ, on dirait, définitif. Et les pays qui étaient hier sous le joug, n'est-ce pas, de l'Angleterre aujourd'hui semblent être mieux développés, mieux libres sur le plan financier par exemple que ceux-là qui étaient et qui sont toujours, n'est-ce pas, sous le joug de la France. Donc on garde l'image d'une dame qui paraissait être très attachée à la liberté réelle et non celle factice, qui veut qu'on libère sans pour autant libérer. Donc c'est cette image-là que je garde de la reine d'Angleterre. Alors on dit souvent que très souvent dans les monarchies parlementaires, le pouvoir du roi ou de la reine est symbolique, mais avec Elisabeth II, on a l'impression véritablement que en tant que présidente, elle a beaucoup de rapports comme ça avec les chefs d'État dans le monde entier, même sa manière quand même de voir, de mener la Grande-Bretagne vers le développement économique, politique, diplomatique, etc. Oui, on a beaucoup plus remarqué la reine aux côtés de certains pays sur le plan politique. En Afrique, très peu de pays ont eu la chance, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de l'accueillir comme une invitée, je veux dire quoi, une visite officielle. Je ne sais vraiment pas. Mais en revanche, avec d'autres pays européens, notamment la France, j'ai le sentiment qu'elle était plus accrochée à la France. Les visites se sont multipliées
que ce soit des Pompidou, Mitterrand, Sarkozy et autres, on a vu plus une reine qui était attachée au chef d'État, certes, mais davantage au chef d'État du monde, mais davantage, j'ai le sentiment que c'est davantage la France qui lui tenait à cœur. Peut-être comme c'est un voisin, peut-être, mais j'ai le sentiment qu'il y avait plus d'affinité entre la reine et les chefs d'État français. Alors, Georges Semer, vous également, la politique qu'avait implémentée la reine d'Angleterre, malgré son pouvoir qui était symbolique, on la voit quand même très présente dans certains champs diplomatiques avec les autres chefs d'État. Tout à fait. Il faut dire que selon la configuration du pouvoir en Grande-Bretagne, la reine est chef d'État. Elle est chef d'État, mais elle n'a pas un contenu politique. Mais elle reste quand même le chef d'État parce que c'est elle qui désigne le Premier ministre après qu'il ait été choisi dans les rangs du parti majoritaire. Mais n'oublions pas qu'elle est également chef des armées. Donc, ce qui fait que même si on lui revêt ce caractère symbolique de sa position dans la situation du pouvoir en Grande-Bretagne, elle a quand même une certaine influence qu'elle exerce dans la détermination de la politique de la nation. Même si on sait que 95 ou alors 99,99% de l'impulsion politique, économique et tout ce que vous voulez est sous l'impulsion du Premier ministre. Alors, elle n'a qu'un rôle honorifique, mais comme vous l'avez dit, on l'a vu aux côtés de plusieurs chefs d'État, dont des chefs d'État africains. Elle a effectué des visites en Afrique, je crois, quatre dans certains États d'obédience anglophone. On citera par exemple l'Afrique du Sud, le Ghana ou bien le Kenya. Donc, ça veut dire que bien qu'elle ait ce rôle honorifique, elle pouvait, sous le contrôle du gouvernement, exercer des rapprochements avec d'autres États. Elle est venue, comme on l'a dit, en Afrique. Elle a fait l'Europe également. Mais je pense qu'on gardera, à la lumière de tous les témoignages qui pleuvent depuis hier, on gardera d'elle une femme qui a été résiliente, qui a réussi à maintenir la stabilité de la Grande-Bretagne, parce qu'on sait qu'il y a des velléités autonomistes au sein de la Grande-Bretagne, avec l'Écosse ou alors l'Irlande qui veut se départir de cette organisation. Mais elle a réussi donc à maintenir cette unité. Mais elle a également, par son influence, par son doigté, sur impulser certaines politiques intérieures, notamment en ce qui concerne le Brexit. Par exemple, vous savez que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne et elle aussi, elle a donné son avis sur la question et je crois que c'est une grande figure de la Grande-Bretagne, de l'Europe et du monde qui s'en va aujourd'hui. Et justement, on dirait que vous avez lu dans mes pensées, j'ai griffonné déjà là dans un bout de mes papiers le Brexit pour qu'on en parle avec vous qui êtes plus proche du domaine économique. Allo Sonana, vous avez vu cette reine-là gérer aux côtés de son Premier ministre ce scandale, cette affaire du Brexit là qui a quand même secoué la Grande-Bretagne. Bien, l'affaire a secoué la Grande-Bretagne et elle a encore de la peine jusque-là à partir réellement de l'Union européenne. Et alors, peut-être est-ce qu'il faut le prendre comme étant une tache noire, n'est-ce pas, sur le magistère de la reine? Peut-être pas vraiment. L'Angleterre a toujours été jalouse de son autonomie financière, de son autonomie économique. Et de son économie, et au point où elle a de la peine, elle a jusqu'à de la peine à s'accorder avec l'Europe dans son ensemble. Et je pense que le sujet a été très, très chaud, si bien que en interne, il y a toujours deux voix. Il y en a qui pensent qu'il faut rester avec l'Union européenne et d'autres sont convaincus que c'est le départ. Et ça fait vraiment des dissensions énormes. Mais le Brexit a été consommé et le fait que l'Angleterre entend désormais évoluer en solo. Une reine d'Angleterre également très appréciée par les Britanniques, va peut-être sortir par là. Elle a participé à la guerre, je crois, la Deuxième Guerre mondiale, côté de ses parents. On l'a vu au front, elle-même qui a pris les armes pour aider les troupes. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que les Britanniques l'aiment beaucoup. Tout à fait, elle était très portée sur la défense des intérêts de la Grande-Bretagne et elle a fait de façon très caricaturale parce qu'on la voyait quelquefois sur des engins, pas très orthodoxe pour une reine, et elle a marqué le coup, lors de cette époque et comme je le disais tout à l'heure, elle est le symbole, l'emblème même de la stabilité britannique. Et la Grande-Bretagne, c'est quand même la deuxième puissance d'Europe et la quatrième ou la cinquième du monde. Donc, le fait qu'il y ait une stabilité dans ce pays avait logiquement un impact
un impact au sein de l'OTAN, un impact en Europe, également un impact dans le monde. Et comme je le disais encore, nous sommes doublement interpellés, nous le Cameroun, parce qu'on a cette histoire extrêmement riche avec la Grande-Bretagne et le regard que certains pays vont porter sur le décès d'Elisabeth II ne sera pas le même regard que nous aurons ici au Cameroun, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu une partie de nous. Et vous savez que nous avons une ville, à l'époque, qui s'appelait Victoria, qui est aujourd'hui Limbe. Et Victoria était le symbole même de ce rapprochement, ou alors le symbole de la domination britannique sur le Cameroun. Et Victoria, vous savez, c'était en hommage à la couronne britannique que ce nom avait été donné à Limbe aujourd'hui. La reine d'Angleterre qui s'est donc éteinte à l'âge de 96 ans, elle qui est née en 1926 et qui a donc régné pendant 70 ans sur le royaume britannique. C'est son fils Charles qui va donc hériter du trône. On rappelle également que c'est en 2015 qu'elle a établi le record de longévité sur le trône, dépassant la reine Victoria justement, donc qui avait régné pendant 63 ans. Donc vous pouvez lire les hommages rendus par la presse camerounaise ce matin à la reine d'Angleterre. On passe à un autre sujet développé par les tabloïds ce matin. On va parler cette fois-ci de l'exploitation du fer de Kribi à la faveur de la grande une de la nouvelle expression et ce décret présidentiel qui semble avoir été signé et passé en catimini donc pour donner l'équitus à Sinosteel afin que cette entreprise chinoise exploite le fer de l'OB à Kribi. Alors, vous avez suivi également cette actualité-là quelques mois. Ça a également fait les chougas de la presse lorsqu'il y a eu une convention qui a été signée entre l'État du Cameroun et l'entreprise Sinosteel pour l'exploitation du fer de Kribi. Aujourd'hui, c'est le décret qui arrive comme ça, sans qu'on l'ait vu venir. On a l'impression que c'est un passage en force. Ça en a tout l'air, parce que le décret a été signé, la convention a été signée le 6 mai, le 6 mai 2022. Et justement, elle avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de chocs de la presse à l'époque. On estimait qu'on avait été floué sur au moins 50 ans. Et bref, il y avait eu beaucoup de remous. Et c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'en fait, pendant que la convention avait été signée en mai, c'est en juillet, pratiquement le 18 juillet, que le décret a été signé. Le problème, c'est qu'il n'a pas été rendu public, du moins, on le découvre un peu plus tardivement. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui a fait que très souvent les décrets sont rendus au public aussitôt qu'ils sont signés? Pourquoi celui-ci a pris du temps? Pourquoi on le découvre, n'est-ce pas, presque en catimini? C'est là où il y a problème. Maintenant, au-delà de la bruit, du fait catimini qui est déploré, le projet en lui-même est super intéressant pour ceux qui ont approché des experts en la matière. Ils vous diront qu'il y a un avantage comparatif sur le fait de Kribi que sur le fait de Mbalam. C'est-à-dire que celui-ci est pratiquement à 20 km du port de Kribi. Et ça fait quand même aussi 22 milliards par là que l'État aura gagné par an, sans oublier que la communauté locale aura pratiquement 4 milliards, c'est-à-dire les mairies auront désormais un peu plus d'argent. Donc voilà quelques éléments qu'on peut retenir au-delà du fait que le projet a été livré totalement à Sinosteel qui, il faut le rappeler également, est un meilleur, quand même c'est le meilleur, parmi les meilleurs du monde à produire et à consommer le fer. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de minerais, il est difficile, voire impossible, de l'exploiter sans qu'il y ait ce que les experts appellent un take-off. C'est-à-dire quelqu'un qui va le prendre après avoir été extrait du sol. Il faut qu'il y ait un client. Et Sinosteel jouera les deux rôles. C'est-à-dire en même temps, il va exploiter, en même temps, il sera également client. Donc, c'est une affaire qui, au-delà de la polémique qui était née à l'époque, est une affaire formidable, une bonne affaire pour être direct, une bonne affaire qui générera au moins 600 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Donc, une affaire qui va profiter aux populations, voilà, parce que les populations quand même avaient mis des réserves. Parce qu'en fait, et après explication qu'ils ont compris que c'était un projet qui pourrait être il fallait leur expliquer ça au début. Mm-hmm. Justement, c'est un peu ça le côté obscur de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a un manque de communication, autant sur la convention elle-même, qui n'avait pas été bien expliquée de manière ample aux populations, que sur le décret qui arrive et qui, une fois de plus, arrive en catimini. C'est là où il y a problème. Bon, peut-être que de là, le problème ne doit pas être vu comme s'il était très grave, puisqu'on a rassuré que les populations seront indemnisées.
Et donc, les sources qui ont parlé à la presse révèlent qu'elles ont au moins 2 ans pour développer l'entreprise, je veux dire quoi, matérialiser le terrain, et au moins 5 ans, au plus 5 ans pour que l'entreprise démarre ses activités. Donc, c'est une affaire qui est en bonne voie. Malheureusement, malgré son évolution, on déplore le fait qu'il y ait un peu d'obscurité de temps en temps. Georges, mais on est dans la suite logique des choses avec ce décret du président de la République qui devrait normalement venir après la convention, parce qu'on attendait ce décret pour qu'effectivement l'entreprise puisse véritablement exploiter ces minéraux. Oui, personnellement, je ne suis pas surpris du développement des choses. La convention minière a été signée en mai 2022, le 6, comme l'a dit Aloïse, et logiquement, il devrait s'en suivre un décret d'exploitation, et c'est ce qui a été fait. Alors, la nouvelle expression dit que c'était un décret présidentiel en catimini. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire catimini. Nous, les juristes, puisque j'ai une formation en droit, la notion de publicité est très délicate, surtout lorsqu'il s'agit des textes. Là, nous sommes face à un décret et l'habitude, la rigueur textuelle des décrets dit qu'un décret ou tout autre acte de ce type devrait figurer dans le journal officiel. Est-ce que le fait qu'on nous dise aujourd'hui que ça a été fait en catimini, c'est que ça n'a pas figuré dans le journal officiel? Il faut chercher à le vérifier. Mais bon, comme au Cameroun, l'habitude du journal officiel est un peu très ambiguë. On n'a jamais vu un journal officiel au Cameroun. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Et on a l'habitude de la publicité des actes administratifs qui sont pris, soit par notre grande radio historique, la CRTV, soit par les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, peut-être c'est ce qui fait dire à certains que ça a été fait en catimini, mais non, c'est un décret certainement qui a été pris et il y a beaucoup d'actes de ce type qui sont pris sans que ça ne fasse un grand tapage. Et je pense que la polémique vient de ce qu'on ait vu une plaque sur le site indiquant que le décret a été pris le 1er juillet. Et là, tout le monde dit que ça a été fait en catimini. Non, je crois que c'est la suite logique des choses et on devrait plutôt s'interroger sur les retombées d'un tel projet pour le Cameroun que de se pencher sur un acte administratif qui, pour moi, est tout à fait normal. Qu'est-ce que le Cameroun va gagner de cela? Est-ce que les populations seront négativement impactées? Est-ce que les générations futures seront protégées, etc., etc. Et Aloïse a commencé tout à l'heure à donner un brin de réponse là-dessus. Le Cameroun doit bénéficier, nous dit-on, d'une 20aine de milliards par an, ce qui est un joli pactole, bien qu'il y ait eu une polémique sur, dit-on, le bradage des ressources du Cameroun. Et certains avaient même tout faux sur le délai d'exploitation, parce que certains disaient que c'est 50 ans alors que c'est 20 ans. Donc je crois qu'on devrait plutôt se poser des bonnes questions sur l'impact environnemental d'un tel projet. Est-ce que les populations en bénéficieront et qu'est-ce que va gagner le Cameroun en termes de revenus? Alors après ce décret, on parle dans le jargon qui sied donc à ces conventions-là de l'entrée en jouissance de ce projet qui consiste notamment au bornage du terrain, par exemple, l'installation de plaques indiquant le désormais propriétaire, la mise en place de la commission d'évaluation des biens impactés par le projet aux fins d'indemnisation des propriétaires et la signature d'un bail emphytéotique avec l'État du Cameroun. Et la création d'une société de projet, surtout. Voilà, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que dans la loi, normalement, la loi qui donne 2 ans pour construire toutes les infrastructures, et au plus 5 ans pour lancer l'exploitation commerciale, mais l'entreprise, selon une source, dit qu'ils ont besoin simplement de 3 ans pour le faire. Est-ce que c'est de bon augure, Aloïs? Oui, bon, disons, faisons-leur confiance, c'est leur engagement. Ils n'ont pas été contraints de nous donner une date, mais il y a les textes en la matière. Il y a le Code des miniers de 2016 qui est là, qui a des prescriptions bien précises. Et donc, chaque investisseur est tenu à certains délais. Dès que vous les dépassez, eh bien, vous commencez à avoir des problèmes. On en a eu un cas comme ça, je crois, au Congo, ce qui a encore des répercussions, puisque au plan local, le fait d'un balam. Et donc, les investisseurs, les patrons de Sénocil sont tenus, n'est-ce pas, par la volonté, je veux dire quoi, ils sont tenus, obligés de convaincre pour que, peut-être, pourquoi pas, d'autres chantiers, d'autres gisements puissent être leur accordés. C'est un peu comme ça que moi je vois l'affaire. Maintenant, disons qu'il faut encore ouvrir la porte à d'autres. L'État était presque obligé de faire cela, parce qu'en fait, la polémique qui était née voulait en quelque sorte tendait à dire que
tendait à inviter les pouvoirs publics à résilier le contrat. Ce n'était pas très possible. En fait, on craignait l'image qu'on allait donner à la signature du Cameroun. C'est-à-dire qu'on est en mesure de faire venir des investisseurs, leur donner un contrat, le retirer pour négocier et repartir encore. Ça ne fait pas très sérieux pour un pays qui aspire à l'émergence. Donc, il y avait eu la convention et le décret, logiquement, était attendu et il est arrivé. Voilà donc pour ce qui est de ce sujet-là développé dans les colonnes de la Nouvelle Expression. En 2 minutes, peut-être on va parler également des entreprises camerounaises avec la une du quotidien économique qui nous annonce que le directeur général des impôts sera au GICAM pour rencontrer le patronat camerounais. Georges Semer, en 1 minute, que peuvent attendre les entreprises avec ces rencontres avec le DGI? Alors, rapidement, je dirais que c'est d'abord la DGI, il faut rappeler, c'est l'une des directions du ministère des Finances avec le budget, la douane et le trésor. Et dans le cadre de la collaboration avec le secteur privé, régulièrement, soit les ministres des Finances, soit ces directeurs viennent rencontrer le secteur privé. Et vous savez que le GICAM, c'est le plus important patronat. Donc, il y a des questions qui créent la tension entre ces deux acteurs. Il y a d'abord celle de la pression fiscale. À chaque fois, les opérateurs économiques nous disent qu'il y a une pression fiscale énorme chaque année, chaque mois, sur les opérateurs privés, eux qui créent la richesse. Et ils estiment que ça freine plutôt la croissance du pays. Mais également, vous savez que l'État doit fonctionner et il y a des prélèvements qui sont chaque année imposés au secteur privé. Donc, ce sont des aspects qui sont en discussion régulièrement avec le secteur privé, mais l'État ne fait pas que prélever. Il reverse également une partie de la richesse de prélèvement qu'il prend au secteur privé et c'est la raison pour laquelle le secteur privé estime que les crédits, le remboursement des crédits de TVA ne sont pas reversés régulièrement par l'État. Donc, ce sont quelques points sur lesquels vont se pencher ces deux acteurs. Et vous savez que c'est en prélude de la préparation également du budget 2023 et je pense que cet aspect également sera évoqué. Alors, on n'a qu'à attendre de la rencontre du 14 septembre. Des résolutions peut-être qui pourraient amener l'État à expliquer pourquoi il y aura pression fiscale un peu plus ou pas. C'est un peu en 2 mots comme en 1000 ce que je peux dire. Mais rappelons que depuis 2012, le GICAM se plaint énormément de la fiscalité. Depuis 2012 au moins. Parce qu'en fait, depuis le président André Fosso qui est décédé, qui est de l'état mémoire, le GICAM avait déjà posé une étude qui prouvait que parmi les obstacles à l'économie camerounaise, il y a la fiscalité, il y a l'accès au crédit, il y a l'accès au courant, à l'énergie électrique. Mais le point le plus criminel était la fiscalité. Et depuis, le problème a encore pris beaucoup de tonus avec l'arrivée de Tawamba Célestin et l'arrivée de, je veux dire, la visite de travail de Mopa Fatouin consistera sans doute à examiner les points. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la fiscalité qu'on décrit tant soit souple? Sans doute, le GICAM aura des propositions à faire pour que, si possible, on puisse les intégrer dans la loi de finances de 2023 en préparation. Le directeur général des impôts est donc attendu au GICAM le 14 septembre, nous dit l'économie quotidienne de ce matin. C'est avec ce sujet qu'on va refermer cette dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. Merci, monsieur, d'être venu éclairer le public sur ces parutions de ce jour. Merci à vous à la maison d'avoir suivi cette émission. Emos Fongo a coordonné les équipes techniques. On vous dit bon week-end et à lundi prochain lorsqu'il sera 9h20. Restez sur Equinox Télévision juste après ces 10-12 le Zénith.